Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Taïna Chalifou de Dinapoli. Bonjour. Merci d'être ici Merci avec de me recevoir. Ça s'est fait rapidement. Oui. Donc, Delphine d'Ox B2B nous a mis en contact. Puis, tu partais en vacances 2 jours après, la semaine dernière. Effectivement. Puis, je t'ai envoyé un email. Puis, on est prêt à ton retour. Mardi, à ton retour, on fait un podcast. Go, c'est bon. On saute sur l'occasion. J'adore ça. On n'y est pas. Avec la POC. Exactement. Moi, j'aime ça. C'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Peut-être, c'est généralement, ça tourne en non souvent. Bon, mais merci d'être là. Merci. Donc, Dinapoli, parle-nous un peu du début. Dinapoli, qu'est-ce que ça fait? Comment ça a commencé? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. Dinapoli Café, en fait, c'est l'entreprise que j'ai fondée pendant ma dernière année universitaire à HEC Montréal, qui m'avait donné l'illusion, en fait, de comprendre le monde des affaires. Ouais. Exact. Ça m'a donné le petit coup de cockiness que j'avais besoin pour dire, je suis prête à me lancer en affaires. C'est une entreprise qui s'occupe, en fait, de donner du service café dans les entreprises. Donc, on est une entreprise strictement B2B. Donc, c'est équipement, café, entretien. D'accord. On a monté ce modèle d'affaires-là. J'ai eu la chance de faire l'accélérateur HEC Banque Nationale, pendant lequel où il y avait beaucoup d'entreprises tech. J'étais pas une entreprise Grosse tech. Ouais. Mais ce que ça a été bien, c'est qu'en fait, j'ai développé un modèle d'affaires SaaS. Donc, on l'appelle CAS, Coffee as a Service, où est-ce qu'on a l'équipement, le café, l'entretien sous un modèle de récurrence mensuelle. Comme on a parlé, comme les photocopieurs. Même affaire que les photocopieurs. Ouais. C'est le copycat du Xerox. Donc, la photocopieuse, la machine à café, l'encre, le café. Le service. Et le service. Il y a un problème, on appelle quelqu'un qui arrive rapidement. Exactement. Bon, la productivité dans mon entreprise descend, il n'y a plus de café. J'ai besoin. C'est directement lié. De caféine. C'est directement lié. La productivité, le niveau de satisfaction, le niveau de perception de hey, est-ce qu'on s'occupe de moi ou pas. Vraiment, le café, c'est devenu la pierre angulaire, en fait, des relations sociales, parce qu'il y a même des shows de télé là, sur qu'est-ce qui se passe autour de la machine à café, mais surtout au niveau des échanges, puis au niveau de la perception des employés sur est-ce que c'est un endroit où est-ce que la qualité de vie au bureau est élevée ou pas. Oui. Puis j'ai vu ton vidéo sur Place Ville-Marie l'été dernier, avec ton panneau. Yes! Tell your boss you deserve better coffee. Oui, ça, c'est un... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous dis d'aller voir ça. Allez voir sur LinkedIn. Je l'ai trouvé sur LinkedIn. Taïna Chalifou. Et il y a on te voit te promener avec ton panneau, interroger les gens, leur demander de 0 à 10 quelle est la qualité du café. Bien, c'était une super idée qu'on a développée justement avec Ox B2B. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le café, ça fait polémique. Hein? C'est vraiment pas un sujet neutre. Il y a beaucoup de gens qui ont... Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui ont refusé répondre de peur d'insulter leur employeur, de peur de laisser paraître que leur employeur ne s'occupe pas bien d'eux. Parce que, comme je disais, c'est le phare. Le café, c'est vraiment le phare de hey, est-ce que c'est un environnement de travail ou est-ce que mon bien-être est important ou pas. Ça laisse personne d'indifférent. C'est politique, c'est social et c'est très important. J'ai un client puis qui est passé au podcast, Pino Dioya de Beavertail, de Coup de Castor. Yes. On arrive dans le bureau, la belle cafétéria, là, la machine à café. Puis c'est des grands amateurs de café. Donc, c'est très important le café, surtout dans des chaînes où est-ce qu'il y a du sucré qui est vendu. Ça, c'est notre autre target. On fait beaucoup de bureaux puis de la chaîne de restauration aussi. Ah oui. Par exemple, on a les premières moissons. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que c'est notre client. Donc, comment offrir de façon constante un café de qualité, facile à faire pour les employés, avec l'équipement qui n'est pas difficile à gérer. Donc, c'est un gros défi de bien faire ça, en fait. Donc, ça a été quoi les défis dans les premières années? Les défis dans les premières années, c'était beaucoup des défis au niveau des fournisseurs. L'équipement. Ça a toujours été le plus gros défi. Je te dirais que si on avait eu
dès le début l'équipement parfait à vendre et à revendre ou à proposer, qui ne brise pas beaucoup, qui fournit le café de la façon que les gens le veulent, on serait ailleurs aujourd'hui. Donc, ça a été de trouver des équipements fiables, le bon fournisseur. Ça a été ça au début. Oui, effectivement. C'est pas une question. Le café, il y a beaucoup de gens qui proposent du café, mais trouver le bon équipement, sans entretenir le bon équipement, avoir les bonnes marges sur l'équipement, être en mesure de bien gérer le flip de pièces, les gens qui vont les réparer. Puis, il y a un gros aspect culturel aussi, parce que la majorité des machines, parce que nous, ce qu'on fait, c'est du café de spécialité. Donc, machine espresso, donc café de spécialité à base d'espresso, pas café filtre. On est en Amérique du Nord. La majorité des machines ou de l'équipement vient d'Europe. Ouais. Et là, il y a un combat. Italie, principalement. Italie, France. Ailleurs. Et il y a un combat culturel de qu'est-ce que c'est un café, comment ça se boit un café. Moi, je me souviens, j'ai vu dans une de tes publications qui parlait, tu sais, c'est quoi un espresso, un cappuccino, un latte. Puis tu as dit le cappuccino, c'est pas après 11 heures. Je me souviens, j'étais allé à Milan pour le travail il y a plusieurs années. Puis j'étais un midi, pris une pizza, j'ai demandé un cappuccino. Je me suis fait regarder. J'ai dit cappuccino? Non, espresso. Absolument. Ouais, OK. Puis là, j'avais pris un dessert. Puis là, je prends le dessert, puis je dis mon café. Après le dessert, je te dis qu'ils ont leurs règles, tu peux pas... C'est pas le client qui décide, c'est eux qui décident avec le café. Voilà, donc la culture du café est très forte et ça transparaît dans l'équipement. Je donne un exemple tout simple. La majorité des machines fabriquées en Italie pour l'espresso ont une ouverture où est-ce qu'on peut mettre la tasse qui est basée sur qu'est-ce que eux trouvent que c'est la grandeur d'un café, right? Donc, c'est une tasse à espresso ou une tasse à cappuccino, 8 onces. Quand on arrive, on importe de l'équipement comme ça, on arrive dans une entreprise avec que les gens grosses tasses américaines. Ça rentre pas en dessous. Donc, comment est-ce que la culture vient influencer le design, l'ingénierie, les pièces à l'intérieur de la machine sont faites pour des cafés qui sont plus courts, parce que c'est comme ça. Donc, en fait, d'arrimer la culture nord-américaine avec la perception de ce que c'est un café à l'européenne et de trouver le bon équipement entre les deux pour pouvoir desservir ça, ça m'a pris des années, être capable de trouver ça, le bon client, le bon équipement, la bonne façon de le servir. Donc, il y a un énorme aspect culturel auquel les gens n'arriment pas nécessairement distribution de café et culture, mais en réalité, oui, ça a une incidence très importante. Les enjeux à 22 ans. Les enjeux à 22 ans, c'est ça mes enjeux à 22 ans. Mon enjeu principal, je vais vous en donner un bon enjeu à 22 ans. Un de mes enjeux à 22 ans, donc on a commencé notre implantation dans tous les premières moissons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que la perception des gens qui travaillaient dans les premières moissons sentaient qu'une mousse de lait pour un cappuccino, ça doit faire une petite montagne. Donc, il va avoir vraiment quelque chose de très volumineux. Mais un cappuccino à l'européenne, à l'italienne, le lait n'est pas volumineux, il est onctueux et crémeux. Donc, ça fait pas une montagne de lait un peu... Moi, je trouve que c'est insipide, ça n'a pas de texture, en fait. Parce que le cappuccino, tout ce que ça fait une moustache, bon, ça goûte rien. Exact, ça goûte rien, ça vient pas agrémenter le café qui est en bas, alors qu'en réalité, on veut un lait qui est très crémeux, qui va venir changer la texture du café qui est en dessous. Donc, on avait des appels de service tous les jours. Le mousseur à lait ne marche pas, le mousseur à lait est brisé. Puis on arrivait sur place, on dit, ben non, mais ça fonctionne. On dit, ben non, ça ne fait pas de petite montagne. Ça a un enjeu monétaire, ça a un enjeu sur la perception de la qualité de l'équipement, ça a eu un enjeu sur la perception de la qualité du café en tant que tel. Puis encore une fois, c'est juste une question de culture. Donc, mes enjeux principaux étaient dus à la culture du café et à ce qui en découlait pour l'équipement. C'est vraiment ça, mes enjeux. Ça a évolué quand même, la culture du café. Beaucoup. En Amérique du Nord. Énormément. Dans les 10 dernières années. Au moins, dans la région de Montréal, je ne connais pas le reste. Aux États-Unis, c'est encore les gros mugs, mais quand même. Oui. Donc, c'était beaucoup des enjeux culturels et techniques. Bon. Gros enjeux. Donc, le premier obstacle après ça, ça a été quoi? La COVID? Ou est-ce que tu as une croissance? Oui, on a eu une bonne croissance. Je vous dirais que juste avant la COVID, on avait vraiment le vent dans les voiles. J'avais le bon équipement, la bonne cible, la bonne équipe technique, le bon café, le bon conditionnement. Et quand le COVID est arrivé, enfin, on a perdu 98% de notre clientèle en 24 heures. Oui, faisait du bureau. Chez eux. Oui. Ouais. Et là, c'est là que tu as démarré Caffeine Pusher?
Exact. J'ai vu que tu avais démarré ça en 2020. Oui. On a démarré Caféine Pusheuse avec mon associé Laurent chez Dr. Bean, qui était notre sous-traitant, parce qu'on faisait l'achat de notre équipement ainsi que la sous-traitance de l'entretien de tout l'équipement. Et ensemble, on a décidé de lancer une entreprise, un joint venture qui s'appelle Caféine Pusheuse. Évidemment, comme tout le monde était à la maison, le modèle d'affaires à ce moment-là, c'était de faire du B2C, puis d'essayer de convaincre les corporations d'envoyer du café, des machines aux gens à la maison. Et en même temps, on a bâti... c'était cool, parce qu'en 24 heures, là, j'ai créé un e-commerce en 24 heures, puis on a commencé... J'avais pas de produits à vendre aux gens à la maison. Mm-hmm. On avait des milliers de dollars de vente, mais pas de produits à vendre. Puis on a trouvé un fournisseur, on a acheté du café en grains. Donc, ça a marché. Ça a super bien fonctionné. Ça a bien marché. C'est ce qui nous a tenus à flot pendant 2-3 ans. Et après, mais tranquillement, on a repivoté vers un modèle B2B entièrement. OK. Parfait. Voilà. Donc, là, vous êtes à une croisée. C'est quoi tes plans? Donc, en ce moment, c'est beaucoup comment incorporer l'intelligence artificielle et ou d'autres outils dans les processus pour être capable de scaler sans avoir à engager tout le temps. Donc, on est vraiment une petite équipe. Hein? On est 3 personnes chez Dinapoli, donc 2 personnes au soutien, soutien corporatif, service à la clientèle, gestion des commandes, et moi qui est aux ventes. Après, il y a mon associé avec son équipe technique. Donc, eux, ils font les Starbucks, les Tim, les McDo, toute notre clientèle, la clientèle de Dinapoli et d'innombrables autres. Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, max. Avec les techniciens. Avec les techniciens pour pouvoir gérer, en fait, tout ça. Mais on réussit à le faire, justement, parce qu'on a des systèmes, des processus, puis on m'a bien drillé à HEC, je pense, au niveau de, comment utiliser des outils, comment rendre ça scalable. En fait, c'est vraiment ça la question. Je suis avec des entreprises tech tout le temps. Donc, comment tu vas scaler? Tu ne peux pas toujours engager quelqu'un à chaque fois que tu fais 15 clients. Comment ça va fonctionner ton affaire? Donc, dès le début, même quand j'étais tout seul, j'avais un CRM, j'utilisais toutes sortes d'outils. Ça fonctionnait bien. Puis après ça, on a ajouté un petit peu de membres à l'équipe. En ce moment, notre projet, d'ailleurs, avec Ogg, c'est d'embarquer avec Shopify Pro, qui est la version B2B de Shopify, qui devrait être en mesure d'éliminer une grosse portion du travail, donc de gestion d'appels de services et de commandes. Donc, ça te permettrait de scaler en gardant la même équipe. Exactement. Beaucoup plus, en fait. Donc, c'est ça le projet en ce moment. Puis comme on a 2 entreprises, 2 brands, mais qui font sensiblement la même chose, mais dans des conditionnements différents. Donc, on a tout un gros travail de mapping à faire. C'est vraiment là-dedans qu'on se retrouve. Comment mapper les processus pour pouvoir s'occuper de la clientèle existante. Puis après ça, ça va être les processus pour pouvoir aller chercher de la nouvelle clientèle sans l'implication aussi soutenue de la part des gens en vente, donc de moi pour l'instant. Donc, j'aime ça, tu travailles sur l'entreprise beaucoup plutôt que d'être trop dans l'entreprise. Tu as au moins une vision de voir qu'est-ce que je peux faire pour la rendre plus efficace, pour que ça scale. Oui. Les 6 prochains mois, c'est ça. Trop souvent, on est dans l'entreprise, puis on ne prend pas le temps de reculer puis de se demander si on fait les bonnes choses. Puis on est, comme on en parlait, le syndrome de travailler trop dans l'entreprise puis d'être technicien ou un expert dans ce qu'on fait puis pas d'être un entrepreneur. C'est très difficile de prendre le pas de recul puis d'être entrepreneur puis de voir qu'est-ce que je peux faire pour le futur. Exact. Donc là, c'est vraiment, je le vois un peu là, comme c'est la nouvelle étape. On revoit tous les processus, tout est remis en question, tous les fournisseurs, toutes les façons de faire, absolument tout est remis en question pour pouvoir accéder à la prochaine étape, là, d'aller chercher beaucoup plus de clientèle, mais que tout se tienne pour au moins les 400 prochains clients. Ce que j'aime, j'entends que tu as travaillé beaucoup, tu travailles sur les processus pour justement créer une machine à saucisses. Puis c'est ça que je dis à mes clients. Il faut travailler sur les processus pour avoir les bons fondements, pour que ça puisse scaler, que ce soit plus facile, être moins en mode pompier. Oui. Si on est en mode pompier, c'est que nos processus ne sont pas bons. Les gens, ils ne savent pas quoi faire. Donc, au niveau de la vision, donc tu as une vision. Oui. C'est quoi ta vision pour l'entreprise au niveau de
développement de l'entreprise? Sur quoi tu travailles Mon objectif, présentement? c'est vraiment de devenir un acteur important au niveau de tout ce qui est du service café dans la grande région de Montréal en premier lieu. Pour faire ça, il faut une équipe technique qui est très solide. J'ai la chance d'être associée justement avec Laurent, avec son équipe de Dr Bean, qui est, selon mon expérience ainsi que l'expérience de plusieurs, la meilleure équipe sur le marché en termes de connaissances, de rapidité d'exécution et de fiabilité. Donc ça, c'est un avantage qui est très, très, très important. Et grâce à son expertise ainsi qu'au reste de son équipe, on a décidé, en fait, chez Caféine Pocheuse, de choisir une marque de machine à café sur laquelle on a l'exclusivité sur le territoire, qu'on va pouvoir proposer à d'autres compétiteurs ou à d'autres entreprises dans le café. D'accord. Donc, ça fait partie d'une portion de la vision qui est très importante. C'est d'être en mesure de vendre une solution toute prête, qui est par exemple la solution Dinapoli Café avec les pods biodégradables, parce que c'est là-dessus qu'on se concentre chez Dinapoli, avec notre propre équipement, brandé à notre nom et qui est vendu comme une solution pour d'autres opérateurs ailleurs qui soient en dehors, en fait, de notre reach, parce que nous, nos techniciens, ils ont un reach, 2-3 heures, c'est bon, mais dans une journée, on ne peut pas faire 14 appels à 2h30 de Montréal. Mais, par exemple, à Québec, à Ottawa, à Toronto, d'être capable, à travers le pays, et peut-être un peu certaines portions aux États-Unis, de proposer une solution toute faite, équipement café, qu'on peut revendre à ces opérateurs-là, qui, eux, le placent dans leur clientèle. Former les gens sur le service technique, revendre les pièces, donc se positionner fortement au niveau de l'équipement. Parce que je crois que dans l'univers du café, il y a les torréfacteurs qui travaillent sur le café en tant que tel. Après, tu as certaines entreprises qui ne font que l'importation et de la vente de machines. Mais tu en as très peu qui font les deux, en fait, qui sont spécialisés dans le café et spécialisés dans l'équipement. Et ma vision pour, une fois que l'ensemble des processus va être bien établi, c'est d'être capable de pousser cette solution-là avec les pods biodégradables, notre expertise avec ça, l'équipement sur lequel on a l'exclusivité et de pouvoir présenter ça à d'autres entreprises. C'est d'avoir ce volet-là qui va se développer énormément. Et même chose, on a la marque Unique, qui est une marque française également, pour des machines super automatiques et des machines traditionnelles également, machines par exemple qu'on voit dans les coffee shops, et de porter cette marque-là pour qu'elle soit vendue à plus grande échelle à travers le Canada également, et encore une fois de s'occuper de tout ce qui est de l'entretien, des pièces, de la formation, pour que ces marques-là soient vendues à l'échelle canadienne, par exemple. D'accord. Et tout en gardant l'équipe la plus efficace, plus petite, sur le territoire. Sur les territoires. Pour faire du café, avoir le récurrent du café, puis avoir ta machine à cash qui rentre de cette façon-là. Donc, on a parlé ça en format SaaS, en format processus efficace. Oui. Tu as parlé de l'IA. Tantôt, Oui. on avait discuté. Donc, parle-moi-en de oui, le grand mot IA. Moi, je fais mon introduction, right? Un peu avec ça. J'apprends à comprendre qu'est-ce que ça peut réellement faire pour une entreprise de ma taille, une très petite entreprise. En fait, c'est la première, je vais le dire comme ça, c'est la première fois que je sens que j'ai les moyens de mes ambitions. D'accord. Donc, explique-moi ça. Je t'explique ça. L'intelligence artificielle, pour moi, ça me donne les moyens de mes ambitions. Je ne me sens plus gênée ou gênée, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu écrasée par la puissance financière des grands compétiteurs, la Nespresso, Vanout, CAF, des entreprises qui font des dizaines de millions de chiffres d'affaires, ici non plus, qui ont une énorme puissance financière. Et donc accès à des outils exceptionnels. Donc, avec l'introduction, la popularisation, je peux dire, de l'intelligence artificielle, avec des prix qui sont complètement accessibles pour une entreprise comme la mienne, on dirait que I'm not shy anymore. Je suis plus shy d'expert. Je peux avoir accès à mon expert. Je donne un exemple qui est très intéressant. J'étais à Milan, justement, pour le Milano Host, qui est un grand show de tout ce qui est café, machine, restauration. J'ai rencontré un fournisseur en Bulgarie. OK? J'ai rencontré un fournisseur à Milan, puis il m'a dit, tu devrais venir voir. Fait que j'ai dit, OK, je vais venir. Fait que j'ai pris l'avion de Milan, je suis allée en Bulgarie, j'ai visité les facilities, c'était génial. Là, je décide d'importer. Ils ont une gamme extensive de café en pot. Tu sais, genre 32 blends. OK. Comment tu fais ta première commande?
pas facile, là, le mix, le profil de goût, le prix, le conditionnement des boîtes de 16, de 25, de 50, de 100, de 200. Comment tu fais ton mix de ta première commande basé sur ton cash, basé sur le goût de ta clientèle, basé sur le goût au Québec? Il y a toutes sortes de variables à prendre. J'ai pris l'IA et j'ai eu une conversation vraiment de plusieurs heures là, où est-ce que j'ai établi, je dis, OK, prends le mix de Nespresso. Explique-moi au Québec comment Nespresso choisit quelle gamme de profil de goût au niveau du café à proposer aux gens. Il m'a sorti la gamme de Nespresso, les stratégies saisonnières, l'introduction de cafés qui sont... Il prend son information où? Parce qu'il se base sur... En ligne. C'est disponible, là, Nespresso, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que Nespresso offre? Quand les... Tout est là. Tu as tout l'historique, c'est pas... Et après ça, je dis, bon, quels sont les profils de goût au Québec? Qu'est-ce qu'on aime comme type de café au Québec? Bien là, j'ai dit, base-toi sur ce que Tim Hortons fait, sur ce que McDonald's fait, sur le mélange qu'ils ont, sur le profil les plus vendeurs chez Nespresso, par exemple. C'est quoi qui font les meilleures ventes? Toutes ces informations-là sont disponibles. Donc là, je dis, OK, basé sur l'ensemble de ces choses-là, tu devrais avoir un mix de tel blend, tel blend, tel blend. Là, je dis, OK, bien, je veux commander 2 palettes. OK, commande tes 2 palettes, mais là, c'est quoi la grandeur de tes palettes? Je dis, ça, c'est la grandeur normale des palettes européennes. Il dit, ouais, mais dans un container, il rentre 4 pouces de plus. 4 pouces de plus, c'est 2000 pods de plus. Mais ça, c'est une conversation avec qui j'ai cette conversation-là, moi, normalement. Il faut que j'implique. Il faut que tu vérifies tout ça après, parce qu'ils se basent des fois peut-être sur de l'information, tu sais pas si elle est valable. Oui, mais c'est facile à vérifier. Il t'envoie un courriel à ton Il faut être quand même critique de ça. Bien sûr. Mais ça fait un bon travail. En fait, c'est le balance. En fait, c'est pas de lui faire le travail, c'est de faire le processus, le thinking qu'il y a en arrière. Puis elle me dit, vérifie c'est quoi la hauteur maximum de tes palettes. Tu écris au fournisseur. Le fournisseur dit, oui, tu peux y aller jusqu'à 90 au lieu de 84. Ah ben, après l'autre fournisseur, combien tu peux mettre de rangées de plus de café? Parfait. Après ça, c'est de faire tu peux faire les calculs facilement avec... En fait, c'est d'avoir une personne avec qui tu peux échanger sur tes idées. Pas toujours raison, mais ton mentor non plus, il n'a pas toujours raison, là. Right? Mais je m'en suis servi dernièrement. Je fais suivre un bilan organisationnel à mes clients pour savoir où est-ce qu'ils en sont sur leur déploiement, puis les forces des 6 composantes. Puis on a un système anglais, tout ça, puis je veux le faire en français. Puis là, les résultats de plusieurs clients, j'ai tout mis ça dans mon IA. Puis je dis, peux-tu me travailler les calculs? Il m'a sorti un chiffrier. Il était pas bon au début, il y avait 3 trucs. Je lui ai dit, non, ça, c'est pas bon, c'est pas... Fais ça croiser, tout. Puis il me l'a ressorti. Ça m'aurait pris des heures à le faire. Et voilà, ça m'aurait pris des heures à faire ça sur un fichier Excel pour me rendre compte que si je commandais le format de 25, je perdais 30% parce qu'il y a de l'air dans la boîte de 25. Mais c'est des choses que, en réalité, c'est que moi, j'ai une paresse intellectuelle qui me frappe rapidement. C'est vrai. Oui, t'es une visionnaire, là. Il faut que ça aille vite. J'ai une paresse énorme qui me frappe après 1h30. Je vais pas plus loin. Sauf que là, 1h30, à cause que tout le travail de débroussaillage, toute la base, tout ce qui est simple, tout ce qui est acquis, tous les petits calculs, toutes les choses faciles, c'est fait automatiquement. Tu les vérifies, tu fais 2-3 calculs, tu te rends compte que ça fonctionne. Tu peux aller très loin dans ton raisonnement. Et c'est là que je me rends compte à quel point c'est génial. L'autre chose, c'est que tu as tout l'outil que tu peux faire du code avec. Fait que là, créer des outils avec ça, là, je t'ai rendu... OK, fine. Je me suis rendu compte que Shopify allait faire ça pour moi à la place. C'est pour ça que j'embarque avec Shopify Pro. Mais depuis 2 mois, mon obsession, c'était de bâtir un outil pour la gestion d'inventaire avec la saisonnalité, avec des prédictions, en utilisant Looker Studio sur Google. Toutes les choses que je ne connaissais pas, auxquelles j'avais aucune idée que ça existait, que je ne savais pas utiliser, eh bien, j'ai appris à les utiliser. J'ai créé des formules exceptionnelles. J'ai vraiment créé des trucs le fun. Fine, je ne suis pas une programmeuse, mais je me suis rendue beaucoup plus loin où que j'aurais jamais été capable de le faire, ce qui m'a permis de comprendre que j'avais besoin d'avoir un logiciel beaucoup plus poussé parce que je n'allais pas mettre tout ce temps-là là-dessus. Mais c'est un sentiment d'empowerment que j'essaye de communiquer au reste de mon équipe. C'est comme si tu avais un associé avec qui tu parlais, qui connaissait beaucoup de choses. Voilà. Comme un mentor, comme un coach, comme... Tout ensemble. Tout. Après, évidemment, tu prends ces informations-là, tu les valides, tu les revalides, mais c'est le ping-pong. Avec qui, là, à 12:30, tu vas avoir cette conversation-là quand ça te pogne de savoir, tabarnouche, est-ce que je devrais vraiment commander du café ou à noisette? Tu dors-tu, toi, à 12:30? Oui, je dors.
Donc, voilà. Chanceux. Non, super intéressant. Donc, on a parlé du processus, de la vision, des enjeux. Ouais. C'est quoi tes plus gros enjeux qui te bloquent dans ta vision? Hein? Qu'est-ce que... Parce que j'aime ce que j'entends. Le plus dur, tout le monde me dit, si je pouvais avoir une entreprise sans employés, ça serait super. Puis parce que c'est très difficile à gérer. C'est toujours un enjeu d'avoir des équipes. Là, ce que je vois, c'est que tu essaies vraiment de garder la machine, l'entreprise très efficace, oui. d'utiliser les technologies oui. pour la rendre efficace, pour éviter... Parce que c'est facile d'engager, puis j'ai besoin, je veux grossir, j'engage. Et si on n'est pas efficace, on compense avec des bras, des têtes. Où est-ce que tu veux aller, ça va prendre de l'ampleur. Oui. Tu me parles Québec, Canada, peut-être les États-Unis. Bien, de l'ampleur, oui, mais pas... Je n'ai pas besoin de 6 personnes de plus pour faire la vision que j'ai. Dans le fond, c'est un entrepôt, un système de prise de commande, un système de gestion de pièces et d'inventaire de spare parts. Mm-hmm. Une ou deux personnes qui vont faire de la formation ou faire justement, c'est de faire beaucoup de formations qui soient en ligne parce que le but, c'est que ce soit de l'équipement qui soit modulaire. Donc, on peut switcher des pièces rapidement, facilement. Donc, formation pour les opérateurs, opérateurs, les partenaires, là, ceux qui oui, exact. Tu as besoin de commander une palette de machines à café. J'ai pas besoin de plus de staff pour t'envoyer et te shipper une palette de machines à café. Donc, c'est tu vas rendre les gens indépendants. Voilà. C'est ça? Voilà. C'est ça, les opérateurs, eux autres mêmes. Oui. Puis après ça, notre clientèle, nous, par exemple, la clientèle de bureau ou de restauration, on a déjà on est déjà assez pour gérer ce qu'on a besoin. Après ça, c'est OK, maintenant on a besoin d'un technicien de plus. Un autre technicien de plus. Puis c'est d'essayer de ne pas avoir une lourdeur administrative. Okay. D'où tous mes hopes and aspirations qui se font sur Shopify Pro. On va voir comment ça va fonctionner. Donc, je vais être accompagné pour ça, j'imagine. Oui, pour oui. Être, oui. Super. Au niveau des données, comment tu gères ton entreprise? Est-ce que tu as des bonnes données ou tu vas au feeling? Ben, les deux, un petit peu. Là, on utilise QuickBooks, donc on a des bonnes données financières. Les dashboards sont vraiment géniales. Avant, on avait Shopify régulier qu'on avait manipulé pour utiliser en B2B, puis on l'a abandonné parce que c'était pas évident. Et en fait, toute mon espèce de lubie d'intelligence artificielle, c'était pour créer des systèmes pour avoir des données. Et je me suis rendu compte que Shopify avait 5000 ingénieurs qui travaillaient là-dessus 24 heures sur 24, puis que j'y arrive, ça ne faisait pas de sens. Mais j'ai compris le processus, j'ai compris ce que j'avais besoin dans cette espèce de lubie de 2-3 mois. L'ensemble des données qui vont nous propulser vont venir de ces outils-là, en réalité. C'est vraiment d'essayer d'appliquer les fonctionnalités de la gestion des données du B2C au B2B. Je pense que ça va être ça l'avantage numéro 1, c'est de traiter la clientèle B2B avec des tactiques de vente et de l'analyse de données qu'on attribue normalement au B2C. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les entreprises en B2B ne font pas. Parce qu'on a moins de clientèle, parce qu'on a un client plus gros qui commande plus, c'est facile, il y a plus de relations interpersonnelles. Donc, je pense que la majorité de mon industrie et des industries connexes qui vont donner, en fait, du service au bureau sont encore dans cette mentalité-là. Donc là, ça va être vraiment d'incorporer des tactiques de vente B2C aux clients B2B et comme j'estime être en mesure d'avoir des systèmes et des processus qui vont être vraiment béton, après ça, c'est qu'est-ce qu'on peut vendre de plus à chaque client. Fait que ça va être beaucoup d'ouvrir la gamme de produits qu'on va présenter à notre clientèle que j'appelle captive, mais heureuse captive, parce qu'ils sont contents d'être avec nous, mais qui sont quand même captifs de leur environnement de travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir vendre de plus à chaque client qui est déjà là? D'accord. Ça va être ça, l'utilisation des données une fois que les nouveaux systèmes... Donc, j'écoute tout ça. T'as vraiment une belle vision. T'es quelqu'un qui est très éduqué et puis qui trouve les bonnes solutions. À quoi ressemble une semaine? Parce que
combien d'heures tu travailles par semaine? Es-tu capable de faire tout ça puis de grandir? Parce que j'entends la petite équipe, j'entends ce que tu me dis. Ça, j'ai un questionnement. Comment tu gères tout ça? Aujourd'hui, je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. C'est grâce à Hugs, hein? Oui, mais je te vois quand même beaucoup. J'ai décroché, c'est eux qui sont exceptionnels pour ça. Bon, ben tant mieux. Mais je vois beaucoup de vidéos, je vois beaucoup, tu es quand même impliqué, donc ils font un bon travail à ce niveau-là. Comment tu te vois? Parce que je le vois, moi, avec les entreprises, tu es rendu à 10 employés. À un moment donné, il faut un certain lâcher-prise, il faut avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Oui. Je vois que tu es le visionnaire, je vois que tu es l'intégratrice. Tu as vraiment ce qui est assez rare, la combinaison de dire, OK, j'ai une grande vision, mais j'ai aussi, je travaille sur les processus, je bâtis ma machine. D'habitude, les visionnaires, ils visionnent, ils avancent, mais ils ne prennent pas le temps de bâtir la machine. Toi, tu le fais, ça. Ça m'impressionne beaucoup. Mais à un moment donné, tu ne vas pas être capable de faire ça, toute seule. Bien, en fait, j'ai l'impression que pour les 6 prochains mois, ça va être l'implantation de nouveaux systèmes, de nouveaux processus. Puis après ça, ça va être comment rentrer de la saucisse dans ma machine à saucisse. Ça, c'est ce que je fais la majorité partie de mon temps. Donc là, j'ai un peu mis sur pause le démarchage. Je m'occupe du pipeline qu'on a présentement, des leads qui sont déjà dans l'espèce de machine à saucisse qu'on a en ce moment. Ouais. Et je me focus là-dessus, mais une fois que tout ça va être bâti, va être monté, j'ai mes 2 membres de mon équipe que eux, leur objectif, ça va être d'alimenter les produits puis de s'assurer que les systèmes fonctionnent puis que les connexions se font. Mais l'autre chose, c'est que j'ai toujours travaillé avec beaucoup de fournisseurs. J'outsource tout. D'accord. OK? La vision de ce côté-là, c'est au fur et à mesure qu'on grandit, on peut venir rapatrier certaines portions qu'on outsource, mais tu sais, l'entreposage, le shipping, c'est pas nous qui font ça, c'est un 3PL qui s'en occupe, qui est connecté automatiquement. Donc, tu as vraiment le modèle outsourcing de 100% beaucoup de fonctions. Outsourcé. Ouais. Oui. Donc, tu gardes ça lean. Très lean. Pour pouvoir, s'il y a des up and down, pour pouvoir gérer. C'est comme ça qu'on a survécu COVID, sinon on n'en serait jamais survécu. C'est qu'en fait, j'ai été tout seul longtemps. Là, j'ai 2 employés avec moi, avec Caffeine Pushers d'Inapoli. J'ai mon associé, puis mon associé, lui, a son équipe technique. OK? Tout est outsourcé chez moi, pour moi, sauf les ventes. Closer des deals, c'est la seule chose qui n'est pas outsourcée. Donc, moi, je suis contente que tu me dises que je suis présente sur les médias sociaux, mais en réalité, fuck all, là. Moi, je travaille avec Hugs. Je te voyais beaucoup, là. Mais ça fonctionne en mort. Fait que ça me rend très heureuse, mais en réalité, moi, je suis pas dans une course. OK? Ça m'a pris beaucoup d'années, justement parce que j'ai toujours été côtoyer des entreprises dans plusieurs accélérateurs ou programmes qui étaient tous en technologie, qui sont tous dans une course contre la montre au financement. Je vois ça. Et ce n'est pas ma philosophie d'entreprise. Tu vois ça de façon organiquement. Je suis pas dans une course. C'est... quand je suis allée au Dragon, là, au tout début de mon entreprise, puis Martin-Luc Archambault, la première chose qu'il m'avait dit après, là, c'était... Tu manques d'ambition? Non, toi, ton lifestyle business, là... OK. Pendant des années, moi, ça m'a hanté. Je pense au mot que j'utilise. C'est une hantise. Je me dis, j'ai juste un petit lifestyle business. Je vais pas faire 10 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien. Excuse-moi, là. Mais je ne travaille pas tant que ça. J'ai tous mes week-ends depuis des années. Le vendredi après-midi, je travaille pas. Le vendredi, en général, c'est fait pour faire des lunchs ou des rencontres qui sont agréables. J'ai toutes sortes de hobbies connexes. Je voyage très souvent. Déjà que je t'ai demandé 2 jours avant tes vacances, qui était la semaine dernière, que tu me dises oui, mardi, ça montre que tu as de la flexibilité dans ton horaire puis tu as le contrôle. Beaucoup de flexibilité, beaucoup de contrôle. Là, maintenant, avec notre nouveau membre d'équipe, ça va tellement bien. Là, on va rajouter toutes sortes de processus puis de nouveaux systèmes qui vont rendre ça, qui vont nous alléger la tâche encore plus. Donc, on va pouvoir focus sur qu'est-ce qu'on leur vend de plus puis comment on fait plus de développement. Je suis pas une workaholic. J'ai pas besoin que ce soit parfait l'année prochaine. J'ai pas de dette, j'ai pas de financement, j'ai pas de VC qui me respire dans le cou en arrière. J'ai rien de ça. J'ai 35 ans. Pas besoin, là, moi, de faire mon exit à 42 ans. Là. Quoique c'est possible, mais c'est pas... C'est pas le but. Mon but, c'est de me créer un environnement où je peux jouer, vivre confortablement,
accroître mon niveau de vie, mon style de vie, rendre ma clientèle heureuse, créer une réputation, bâtir une réputation ou consolider une réputation qui va me donner une position dans le marché du café, dans le Grand Montréal et ailleurs au pays, qui est confortable, qui est le fun, qui est bâti brique par brique. Oui. J'ai comme pas... Un rythme qui est soutenable, qui est agréable, avec lequel tu as du plaisir. Oui, mais tout en comprenant que la façon dont je bâtis mon entreprise, le jour où j'ai envie de peser sur l'accélérateur, je peux peser sur l'accélérateur parce que j'ai bâti de la valeur, parce que c'est un modèle SaaS que j'ai bâti, là. OK? C'est pas un pure SaaS, mais tu sais quoi, 12 fois l'EBITDA, un SaaS à peu près, là, 10 à 12 fois. Ben dans mon modèle d'affaires, c'est 7 à 8, 9 fois l'EBITDA, ce qui est quand même... Moi, j'étais dans l'industriel, c'était 5 à 7 fois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment d'être... Tu sais, à un moment donné, c'est de dire, OK, bien, en plus, c'est prendre le modèle des autres gens qui sont dans l'univers du café. Là, il y en a plein, là, qui ont bâti des marques de café, fait une clientèle, vendu la portion équipement, la portion vente, puis gardé le service. Ouais. Ah, fait que là, les gens qui t'ont acheté, ça devient tes propres clients. Puis c'est toi qui leur vends les pièces. How interesting. Ben, c'est dans le domaine manufacturier. Moi, c'était tout le temps ça. Tu fais pas d'argent sur l'équipement beaucoup. C'est sur le service. Le service, les pièces, puis le recurring. Oui. Donc, le modèle est entièrement basé là-dessus. Donc, c'est... En fait, moi, ce que je veux, c'est un terrain de jeu. Pour t'amuser. Pour m'amuser. Puis... déployer tes idées d'amélioration. Exactement. Puis de pouvoir... Je sais pas, j'ai comme besoin de créer. Et puis, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est le terrain de jeu parfait pour le faire. Puis comme j'ai passé les années critiques de manger du spaghetti avec des saucisses, puis que tu es à moitié étudiant, puis qu'il n'y a fait pas vraiment d'argent, comme ça, c'est passé. Maintenant, c'est protéger les acquis, améliorer, rendre la machine à saucisse plus efficace, qui fait de la plus belle saucisse, meilleure saucisse, le mieux possible. Puis après ça, jouer. J'aime ça. Voilà. J'adore. J'adore ce que tu viens de tout dire. Puis j'aime ta connaissance de qu'est-ce que tu veux pas. Puis ça, cette clarté, ça va t'amener loin. Merci. Félicitations. C'est gentil. On va finir avec des questions Oui. que je pose à tous mes invités. Donc, question rafale. Oui. Quel est ton super pouvoir? Je dirais que c'est ma capacité d'apprentissage. J'ai une confiance inhérente dans ma capacité d'apprentissage qui se traduit, dans tout ce que j'ai envie de faire, d'un projet artistique, mais aussi au niveau des langues. Je parle 6 langues, j'en apprends une 7e. Oui. OK. Donc, alors, français, anglais? Arabe, espagnol, italien, portugais et j'apprends le punjabi en ce moment. Le quoi? Le punjabi. C'est comme une version Punjabi. du hindi. Du? Hindi. Ah oui, OK. Voilà. De quelle région d'Inde? Du Punjab. Punjab, c'est Yep. C'est la première fois que j'entends Punjabi. Oui, c'est une très grosse région d'Inde. C'est parce qu'il y a beaucoup de... Oui, beaucoup de dialectes, puis beaucoup de dialectes, exact. Puis il y a une force de travail canadienne qui parle cette langue-là. Intéressant. Énorme. Wow. Et pour faire ce que j'ai envie de faire au niveau du service, ça va être très utile. J'ai entendu cette capacité quand tu me parlais de programmation avec IA, tout ça. C'est ça. Fait donc, que super. voilà, mon super pouvoir. Si tu avais une seule discipline habitude à garder, ça serait laquelle? Laquelle est la plus importante? C'est l'exercice physique. Ça m'a pris des décennies, le développer puis l'ancrer. Ça fait maintenant 2 ans où je suis en mesure je vais au gym de façon très régulière le matin. Et aller au gym le matin, plusieurs fois par semaine, c'est devenu obligatoire pour préserver ma performance et ma santé mentale. Ma santé mentale. Voilà. Je comprends tout ça. Meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de traiter mes fournisseurs comme des partenaires. Donc, moi, il y a un segment que je ne desserre plus, puis c'est la restauration, le restaurateur unique, parce que en étant leur fournisseur,
de façon continuelle. Il y a toujours eu des gros manques de respect, des manques de collaboration, une relation très client-fournisseur, tu m'écoutes, puis toujours au balotage, là, si je peux dire. Et il y a beaucoup de gens que j'ai décidé d'arrêter de desservir pour ces raisons-là. Et on m'a toujours dit, tes fournisseurs, c'est tes partenaires. Et comme j'outsource tout, tout ce que je suis capable de faire au quotidien dans mon entreprise, la qualité de mon service et des produits dépend de mes fournisseurs et donc de la relation que j'ai avec eux. Et c'est eux, d'ailleurs, c'est ces relations-là qui m'ont permis, d'ailleurs, de faire beaucoup plus. C'est l'extension, c'était des employés. On en parlait, les valeurs, quand on travaille avec les valeurs, avec mes clients, on découvre les valeurs, je dis c'est pour gérer vos employés, tout ça, mais il faut que vos fournisseurs, ils partagent ces valeurs. C'est comme ton compas, en fait. Trouver des fournisseurs avec lesquels on a des valeurs communes, des façons de faire communes, des âges communs aussi, parce que ça témoigne beaucoup des mentalités et des façons de faire. Ça propulse beaucoup. Donc ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, que j'applique tous les jours. Un livre d'affaires que tu as recommandé au moins 3 fois. Donc, le premier, c'est Company of One, qui est un peu l'antithèse de Blitzscaling. Right? Ce qui fait beaucoup partie de ce qu'on a discuté tout à l'heure, qui était pas... je suis pas dans une course chrono avec un VC qui me souffle dans le cou pour faire un exit pour le rendre plus riche lui et non moi. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu, relu et recommandé à tout le monde qui se retrouve dans le tourbillon de « Oh my God, il faut que je performe, je dors pas la nuit. » Ce livre-là, c'est un peu ma petite bible philosophique d'entreprise. Le deuxième, c'est The ego is the enemy. L'ego, c'est l'ennemi, surtout en affaires. Vraiment, là, accepte. Soit ça te coûte de l'argent, soit ça te coûte du temps, soit ça te coûte de la pride, you know? Des fois, ça te coûte les trois. Mais si tu acceptes... Rester dans une direction par ego plutôt que de voir writing on the wall puis de dire l'enfer. Non. Ça, c'est un livre que j'ai recommandé et lu beaucoup. Puis le troisième, c'est L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Ah oui? Oui, parce que... L'entrepreneuriat, c'est la vente. La vente, c'est l'art de la conversation. L'art de la conversation, c'est la négociation. La négociation, il faut contrôler la langue, l'argumentaire. As-tu lu Never Split the Difference? Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Oui. Mais ça doit être un peu dans les mêmes... Oui, c'était un ancien négateur, Voss. Je me souviens plus son nom, son petit nom. Mais Voss, puis c'est ça, c'est un ancien négociateur. Puis il montre comment... Never split the difference. Tu peux aller chercher plus. Puis que ça soit quand même un win-win. Mais trouver ils appellent ça le Black Swan. Trouver qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté que tu sais pas, mais qui va faire tourner la négociation dans ton avantage. Ce qui est intéressant avec ces livres comme ça, ou tu sais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, tous ces livres-là, ce qui est le fun, c'est que quand tu te focuses sur, par exemple, de la littérature plus ancienne ou plus vraiment de la base de la philo, right? Tu te rends compte que tous ces concepts-là sont rattachés, par exemple, à, tu sais, je sais pas, Socrate, là. Vraiment. Et puis, bon, t'as Subtle Art of Not Giving a Fuck, c'est stoicism, right? Oui, je lis un livre, justement, j'ai un mastermind, puis je leur ai acheté ce livre-là. Nice. C'est 365 pages. Basé sur les stoïciens. Sur chaque page, ils présentent un concept, puis là, ça te fait réfléchir sur pour être bon vendeur, contrôler ce que tu contrôles, puis pas écouter les petites voix qui t'amènent, l'ego qui t'amène à prendre des mauvaises décisions. Pour être bon vendeur, il faut être un bon sophiste. Puis si tu vas aller devant un banquier ou quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose, qui est un bon sophiste, c'est mieux d'être en mesure de reconnaître les mécanismes littéraires qu'ils utilisent là, pour essayer de whatever. Excellent. On va laisser ça de même. Dernière question. Phrase que tu te dirais au début de ton aventure, à 22 ans, en 2014. Qu'est-ce que je me dirais? Just go. J'aime... Just do it, Just do it. Non, exactement. Just go, just do it. Et puis, je crois que j'aime le parcours que j'ai eu. Je le respecte. Et la seule chose que... Non, en fait... J'ai pas eu peur, j'étais très naïve. Évidemment. On partirait pas si on n'était pas... Non, si on était conscient du défi. Ça, c'est toujours... tout entrepreneur dirait ça. L'insouciance, c'est la base. Fais-toi confiance. Vas-y, just do it. Vas-y, avance. Puis, en fait, c'est que maintenant, je pense qu'une fois que tu as bâti quelque chose,
on peut pas t'enlever le succès d'avoir bâti quelque chose, même si cette chose-là meurt ou est détruite ou n'existe plus. L'apprentissage est énorme. L'apprentissage est là, la fierté de l'avoir construit est là. On peut jamais te l'enlever d'avoir bâti quelque chose qui fonctionne, qui est financièrement viable, qui fonctionne et que les gens ont aimé, peu importe les circonstances. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment... c'est un apprentissage incroyable. La clé, c'est le chemin, là. Ouais. C'est un apprentissage incroyable. Voilà. Des expériences, les gens que tu as rencontrés. Tout est super. Ben, merci beaucoup pour cette belle conversation. Mais merci à toi. Je te remercie. Vous venez d'écouter le podcast Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.